Témoin muet d'Agatha Christie. Chapitre 1er. La propriétaire de Little Green. Quand Miss Arundel mourut, le 1er mai, après une très courte maladie, son décès n'éveilla aucune surprise dans la petite cité villageoise de Market Basing où elle avait vécu depuis l'âge de 16 ans. La vieille demoiselle avait, en effet, plus de 70 ans et chacun le savait, de santé délicate. 18 mois auparavant, elle avait souffert d'une crise de foie semblable à celle qui venait de l'emporter. Si la mort de Miss Arundel ne surprit personne, il n'en fut pas de même de son testament. Les dernières volontés de la propriétaire de Little Green suscitèrent dans son entourage des émotions bien diverses. Étonnement, joie, réprobation, fureur et désespoir. Pendant des semaines, et même des mois, on ne parla guère d'autre chose à Market Basing. Chacun émettait son opinion. Depuis Mr. Jones, l'épicier, défenseur des droits de la famille, jusqu'à Mrs. Lamprey, la receveuse buraliste, qui répétait à longueur de journée « Il y a de louche là-dessous, notez bien ce que je vous dis ». Le fait que Miss Arundel rédigea ce testament le 21 avril, c'est-à-dire peu de jours avant sa mort, suffisait déjà pour troubler les esprits. Si, d'autre part, l'on sait que les proches parents d'Emily Arundel passèrent à Little Green les fêtes de Pâques, on comprendra aisément que les hypothèses les plus scandaleuses furent émises, apportant une agréable diversion dans l'existence monotone des habitants de Market Basing. On soupçonnait Miss Wilhelmina Lawson, la demoiselle de compagnie de Miss Emily Arundel, d'en savoir sur cette affaire plus long qu'elle ne voulait l'admettre. Cependant, Miss Lawson prétendait ne rien connaître de plus que les autres et se montra stupéfaite à la lecture du testament. Bien des gens doutaient de la sincérité de Miss Lawson. Quoi qu'il en soit, une seule personne connaissait réellement le fin mot de l'histoire, et c'était la morte. Selon son habitude, Miss Arundel ne prit conseil que d'elle-même pour la rédaction de ses dernières volontés, et elle s'abstint de dévoiler à son notaire les mobiles qui l'avaient poussée à les modifier à la dernière heure. Cette réserve de Miss Arundel constituait la note dominante de son caractère. Produit typique de l'époque victorienne, elle en possédait les vertus et aussi les défauts. Sous des dehors hautains, elle cachait un cœur d'or. Sa parole était brève, mais ses actes trahissaient une grande bonté d'âme. Cependant, en son fort intérieur, elle conservait une bonne dose de finesse. Les demoiselles de compagnie ne demeuraient pas longtemps à Little Green. Miss Arundel les malmenait sans pitié, tout en les traitant généreusement. Ajoutons que Miss Emily Arundel professait au plus haut degré le culte de la famille. Le vendredi précédant ce dimanche de Pâques, Emily Arundel se tenait dans le vestibule de sa maison et donnait des instructions à Miss Lawson. Emily Arundel avait été belle dans sa jeunesse. À présent, c'était une vieille demoiselle, bien conservée, très droite et encore alerte. Son teint, plutôt jaune, laissait deviner qu'elle devait surveiller son régime alimentaire. Miss Arundel disait donc à sa dame de compagnie. « Minnie, où les avez-vous tous logés ?»« Ma foi, je crois, j'espère avoir bien fait, le docteur et Madame Tagnos dans la chambre de chêne, Teresa dans la chambre bleue et Mr. Charles dans l'ancienne chambre d'enfant. » Miss Arundel l'interrompit. « Donnez plutôt la chambre d'enfant à Teresa et la chambre bleue à Charles. »« Oh oui, excusez-moi, je pensais que la vieille nurserie conviendrait mieux à... » Teresa s'y trouvera très bien. Miss Arundel appartenait à une époque où les femmes venaient au second plan.
Les hommes constituaient à ses yeux la partie importante de la société. Je regrette que les chers petits-enfants de Madame Tanios ne viennent pas, murmura Miss Lanson d'un air sentimental. Elle adorait les enfants, mais se montrait incapable de les gouverner. 4 visiteurs nous suffiront amplement, rétorqua Miss Arundel. Elle gâte horriblement ses petits et ils ne lui obéissent pas du tout. Miss Lanson soupira. Madame Tanios est une douce maman. Oui, Bella est très bonne, approuva Miss Arundel. Miss Lanson ajouta. Parfois, elle doit souffrir de vivre à Smyrne. L'existence doit lui sembler dure dans ce pays étranger. Comme on fait son lit, on se couche. Ayant énoncé ce dicton, Miss Arundel poursuivit. À présent, je vais au village, faire les commandes pour la semaine. Oh, Miss Arundel, laissez-moi, je crois. Vous dites des sottises, Minnie. Je préfère y aller moi-même. Roger a besoin qu'on le secoue un peu. L'ennui, Minnie, c'est que vous ne vous montrez pas assez ferme envers les fournisseurs. Bob, Bob, où est le chien? Un terrier au long poil raide et gris descendit l'escalier et fit plusieurs fois le tour de sa maîtresse en jappant joyeusement. Suivie de son chien, Miss Arundel franchit la porte d'entrée et prit la courte allée menant à la grille. La bouche ouverte et le sourire niais, Miss Lanson, debout sur le perron, les suivait des yeux. Emily Arundel, escortée de Bob, fit une entrée triomphale dans la rue principale de Market Basing. Partout, on la traitait comme une reine. Dès qu'elle se présentait dans une boutique, le commerçant s'empressait de la servir. N'était-elle pas Miss Arundel de Little Green? Une de nos meilleures clientes. Elle faisait partie de la vieille école, et on pouvait compter à présent les survivants de cette belle époque. Bonjour, Miss. Que puis-je faire pour vous être agréable? Pas tendre. Je regrette beaucoup. Je croyais vous avoir mis un joli petit morceau de filet. Oui, bien sûr. Puisque vous le dites, c'est vrai. Soyez tranquille, Miss Arundel. Je vous enverrai tout ce que nous avons de meilleur. Au revoir, Miss. Chez le fruitier se trouvait rassemblé le gratin de Market Basing. Une vieille dame, ronde, comme une sphère, mais distinguée comme une reine, salua Miss Arundel. Bonjour, Emily. Bonjour, Caroline. Vous attendez votre monde? Demanda Caroline Peabody. Oui, ils arrivent tous. Teresa, Charles et Bella. Bella est donc en Angleterre? Son mari aussi? Oui. Ce monosyllabe renfermait bien des choses connues des deux vieilles demoiselles. En effet, Bella Biggs, la nièce d'Emily Arundel, avait épousé un Grec. Et dans la famille d'Emily Arundel, épouser un Grec, c'était déchoir. En manière de consolation, Miss Peabody dit à son amie d'un air plein de sous-entendus, car on ne parlait pas de ces choses ouvertement. Le mari de Bella est très intelligent, il a de bonnes manières. Oui, concéda Miss Arundel, il est charmant. Une fois dans la rue, Miss Peabody demanda à Miss Arundel. Est-ce vrai ce qu'on m'a dit au sujet des fiançailles de Teresa et du jeune Donaldson? Miss Arundel haussa les épaules. Ils seront longtemps fiancés, je le crains. Si toutefois il se marie un jour. Il est pauvre comme Job. Mais Teresa possède une fortune personnelle, observa Miss Peabody. Un homme ne peut songer à vivre au crochet de sa femme, répliqua Miss Arundel.
Aujourd'hui, on n'y regarde pas de si près, Émilie. Ma chère, nous datons. Ce qui m'étonne, c'est que Teresa ait pu s'épandre d'un individu aussi falot. Qu'est-ce que la petite lui trouve de bien? Je me le demande. On le dit, très bon médecin. Avec son pince-nez et sa parole sèche? De notre temps, on ne l'aurait même pas regardé. Les deux amies se séparèrent. Elles se connaissaient depuis plus de 50 ans. Miss Peabody était au courant de certaines erreurs regrettables du général Arundel, le père d'Emily. Elle savait à quel point le mariage de Thomas Arundel avait peiné ses sœurs et devinait que tout ne marchait pas à souhait dans la jeune génération. Mais les deux demoiselles évitaient soigneusement d'aborder de tels sujets. Gardiennes de la dignité familiale, elles observaient là-dessus une discrétion de bon aloi. Miss Arundel rentra à Little Green, Bob trottinant tranquillement sur ses talons. Si elle refusait d'en parler devant qui que ce soit, en elle-même, Emily Arundel admettait les soucis que lui causaient ses neveux et nièces. Teresa, par exemple. Aussitôt que la petite entra en possession de son argent, c'est-à-dire dès l'âge de 21 ans, elle échappa totalement à l'influence de sa tante. Elle s'était acquis un genre de notoriété que n'approuvait nullement Miss Arundel. Son portrait paraissait de temps à autre dans les journaux et elle fréquentait un groupe de jeunes écervelés londoniens dont les frasques se terminaient souvent au poste de police. Émilie blâmait fort la conduite de sa nièce et ne savait trop que penser de ses fiançailles avec le docteur Donaldson. Ce petit parvenu lui semblait un parti peu désirable pour une Arundel. Et Teresa n'était pas l'épouse qui convenait à un jeune médecin de campagne. Poussant un soupir, Emily Arundel reporta sa pensée sur Bella. Que pouvait-elle lui reprocher? Bonne personne, épouse dévouée, mère admirable, d'une conduite exemplaire. Cependant, Bella ne trouvait pas entièrement grâce aux yeux de sa tante. N'avait-elle pas épousé un étranger? Et qui plus est un grec? L'esprit prévenu de Miss Arundel plaçait un grec au même rang qu'un arabe ou un turc. Le fait que le docteur Tanios possédait l'usage du monde et passait pour un médecin très capable n'eut point raison de ses préjugés, car elle se méfiait des gens trop polis et des compliments faciles. Elle ne ressentait guère plus de sympathie envers les deux enfants de Bella. Tous deux ressemblaient à leur père, elle ne discernait chez eux rien d'anglais. Et Charles, à quoi bon se leurrer? Charles, ce charmant jeune homme, n'était qu'un propre à rien. Emily Arundel soupira. Subitement, elle se sentit lasse, vieille et déprimée. Sans doute ne vivrait-elle plus bien longtemps. Elle songea au testament qu'elle avait rédigé quelques années auparavant. À part quelques legs aux serviteurs et aux œuvres de charité, la masse de son immense fortune devait être répartie entre son neveu et ses deux nièces, ses seuls parents. Elle estimait agir ainsi en toute équité. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Existait-il un moyen, tout en sauvegardant les droits de Bella, d'empêcher le docteur Tanios de toucher à son héritage? Elle consulterait son notaire à ce sujet. À ce point de ses réflexions, elle se trouva devant la grille de sa maison et entra. Charles et Teresa Arundel arrivèrent en auto. Les Tanios par le train. Le frère et la sœur se présentèrent les premiers. Charles, grand et bien bâti, un sourire ironique aux lèvres, s'écria en apercevant sa vieille tante. « Bonjour, tante Émilie. Comment va la santé? Vous avez une mine superbe. » Et il l'embrassa. D'un air indifférent, Teresa posa une joue très fardée contre la joue ridée de sa tante en disant
comment allez-vous, tante Émilie ?» Miss Arundel ne trouva pas sa nièce Teresa bien portante. Elle lui découvrait de petites rides sous les yeux et le visage amaigri. Ils prirent le thé au salon. Bella Tagnos, dont les cheveux en désordre s'échappaient d'un petit chapeau à la mode, mal posé sur sa tête, observait sa cousine Teresa afin de bien s'imprégner les détails de son élégance. Bella aimait passionnément la toilette, mais n'avait aucun goût. Quant à Teresa, douée d'un joli visage et de formes parfaites, elle portait avec bonheur des vêtements coûteux, légèrement extravagants. En arrivant de Smyrne, Bella s'appliqua à copier les chapeaux et les robes de sa cousine, mais, ne pouvant y mettre le prix, le résultat laissait fort à désirer. Le docteur Tagnos, un grand type à la mine réjouie et portant la barbe, parlait en ce moment à Miss Arundel. Sa voix pleine et chaude savait captiver son auditeur et, malgré elle, Miss Arundel succombait au charme de cette voix. Miss Lanson, empressée, allait et venait, tendant les assiettes de gâteaux et passant les tasses de thé. Charles, en jeune homme bien élevé, se leva plus d'une fois pour l'aider, mais elle ne lui en sut aucun gré. Après le thé, les invités firent un tour de jardin. Charles murmura à l'oreille de sa sœur. « La vieille Lanson ne m'aime pas. C'est drôle, hein ?» Moqueuse, Teresa lui dit. « Très drôle, en effet. Ainsi, il existe un être sur terre capable de résister à ta fatale séduction ?» « Il ne s'agit que de Lanson, heureusement, » répliqua son frère en ricanant. La demoiselle de compagnie marchait à côté de Madame Tagnos et lui parlait de ses enfants. Le visage plutôt ingrat de Bella Tagnos s'illumina soudain. Oubliant d'observer sa cousine, elle bavarda avec animation. Sa petite Marie avait fait des réflexions si amusantes sur le bateau. Minnie Lanson prêtait une oreille sympathique aux histoires de Bella. Au bout d'un moment, un jeune homme à l'air solennel et au nez surmonté de lorgnons sortit de la maison. Sur les indications d'une servante, il vient rejoindre la famille Arundel au jardin. Il paraissait très embarrassé. Miss Emily le salua poliment. « Bonjour, Rex !» s'écria Teresa. Elle lui prit le bras et tous deux s'éloignèrent. Charles fit la grimace, puis s'échappa pour aller bavarder avec le vieux jardinier, son allié depuis l'époque de son enfance. Une heure après, lorsque Miss Arundel rentra dans la maison, Charles jouait avec Bob. Le chien se tenait en haut de l'escalier, sa balle dans la gueule, et remuait la queue de plaisir. « Vas-y, mon vieux !» lui dit Charles. Bob s'assit sur son derrière et, du museau, poussa lentement, très lentement, sa balle près du bord. Lorsque, enfin, elle tomba, il se releva tout joyeux. Lentement, la balle bondissait d'une marche sur l'autre. Charles, au bas de l'escalier, l'attrapa et la lança à Bob. Le chien la reçut dans la gueule et recommença sa petite performance. « Il s'amuse drôlement, hein, ce chien ?» observa Charles. Emily Arundel sourit. « Il ne se lasse jamais de ce jeu, » dit-elle. Elle se dirigea vers le salon et Charles la suivit. Bob exprima sa déception par un grognement. Charles jeta un coup d'œil à la fenêtre et annonça. « Voici Teresa et son fiancé. Quel drôle de couple !» « Tu crois que Teresa songe réellement à épouser ce jeune homme ?»« Oh, elle en est folle !» confia Charles à sa tante. « Un drôle de goût, ma foi. Elle a dû se laisser prendre à la façon dont il la regarde.
On dirait toujours qu'il étudie un phénomène scientifique. On- Teresa doit trouver cela charmant. Dommage qu'il soit si pauvre. Elle a des goûts dispendieux. D'un ton sec, Émilie Arundel répliqua. Rien ne l'empêche de changer sa façon de vivre, si elle l'épouse. Et après tout, n'a-t-elle pas sa fortune personnelle? Oui, évidemment, balbutia son neveu. Ce soir-là, tandis qu'on attendait au salon le moment de passer à la salle à manger, de l'escalier parvint un bruit de galop accompagné de jurons. Charles entra, la figure rouge de colère. Excusez-moi, ma tante, suis-je en retard? Votre chien a failli me faire dégringoler dans l'escalier. Il avait laissé sa balle sur la première marche. Vilain petit chien! S'écria Miss Lanson, se penchant vers Bob. Bob lui lança un regard dédaigneux et détourna la tête. C'est très dangereux, concéda Miss Arundel. Minnie, allez prendre cette balle et rangez-la. La demoiselle de compagnie sortit précipitamment. À table, pendant presque tout le dîner, le docteur Tanios fit les frais de la conversation. Il raconta des histoires amusantes sur la vie à Smyrne. Ce soir-là, on se coucha de bonne heure. Miss Lanson, portant son tricot dans un grand sac de velours et un livre sous le bras, accompagna sa maîtresse à sa chambre, en babillant gaiement. Le docteur Tanios est très amusant. On ne s'ennuie pas en sa compagnie. Certes, je n'aimerais pas le genre de vie qu'on mène dans son pays. Il faut sûrement y faire bouillir l'eau avant de la boire. Sans doute n'y trouve-t-on que du lait de chèvre. Je déteste ce goût-là. Cessez de dire vos sottises, Minnie, lança Miss Arundel. Avez-vous bien répété à Hélène de m'éveiller à 6h30? Oh, oui, Miss Arundel. Je lui ai dit aussi de ne point vous porter de thé. Mais ne croyez-vous pas qu'il serait plus sage? Vous savez, le pasteur de Southbridge, un homme très consciencieux, m'a certifié qu'il n'y avait aucune obligation de venir à jeun. Une fois de plus, Miss Arundel l'interrompit. Je n'ai jamais rien pris avant le service du matin et je ne vais pas commencer maintenant. Quant à vous, faites comme il vous plaira. Oh, je ne parle pas pour moi, je vous rassure, balbutia Lanson, troublé. Enlevez le collier de Bob, ordonna Miss Arundel. L'esclave se hâta d'obéir, s'efforçant encore de se rendre aimable. Miss Lanson murmura. Quelle soirée agréable! Ils semblent tous heureux de se trouver ici. Fit Miss Arundel. Ils sont venus voir ce qu'ils pourront tirer de moi. Oh, chère Miss Arundel, ma bonne Minnie, je ne suis pas folle. Je ne me demande lequel d'entre eux découvrira ses batteries le premier. Elle ne tarda pas à être fixée sur ce point. Le lendemain matin, vers 9h, Miss Arundel et Miss Lanson rentraient du service religieux. Le docteur et Madame Tanios se trouvaient dans la salle à manger. Leur petit déjeuner terminé, les deux Tanios sortirent et Émilie Arundel, demeurée seule, se mit à inscrire quelques dépenses sur un petit carnet. Vers 10h, Charles entra. « Excusez-moi si je suis en retard, tante Émilie. Teresa ne va pas descendre tout de suite. Elle dort encore. » À 10h30, la table du déjeuner sera desservie. Dans le monde moderne, il est de bon ton, paraît-il, de ne pas se soucier de la peine des serviteurs. Cela ne se passe ainsi chez moi. Entendu, vous conservez le bon esprit d'autrefois. Charles approcha de la desserte, se servit de rognon, puis s'assit près de sa tante. Comme toujours, un sourire attrayant éclairait son visage, si bien que la vieille demoiselle ne put s'empêcher de le regarder avec indulgence, enhardie par la bonté de sa tante.
Le jeune homme alla de l'avant. Écoutez, tante Émilie, je regrette de vous ennuyer, mais je suis dans un sale pétrin. Voulez-vous m'aider à me tirer d'affaire? 100 livres, pas plus. Les traits de la vieille tante prirent une expression peu encourageante. Émilie Arundel n'avait pas l'habitude de mâcher ses paroles, et elle le fit bien voir à son neveu. Miss Lanson, traversant le vestibule à la hâte, alla presque se jeter dans Charles qui sortait de la salle à manger. Elle le dévisagea avec curiosité. Puis, elle entra dans la salle à manger, où elle vit Miss Arundel assise, très droite, le visage empourpré. Chapitre 2. La famille de Miss Arundel. 4 à 4, Charles grimpa l'escalier. Il frappa à la porte de sa sœur qui répondit « Entrez !» Il pénétra vivement dans la chambre et la trouva sur le lit en train de bâiller. « Tu es une femme épatante, Teresa !» remarqua-t-il, l'air compétent. Il s'assit au pied du lit. « Que viens-tu faire ici ?» lui demanda-t-elle d'un ton sec. « Oh, ne te fâche pas !» lui dit son frère en ricanant. « Ma petite, je suis en avance sur toi. Je voulais sonder tante Émilie avant que tu ne te mettes à l'œuvre. » « Et alors ?» Charles abaissa la main en un geste de dénégation. « Rien à faire. Tante Émilie m'a envoyé bel et bien promener, me laissant entendre qu'elle ne se faisait aucune illusion sur les sentiments affectueux de sa famille et sur le but de sa visite. Si j'ai bien compris, sa famille sera désappointée. »« Tu aurais pu attendre un peu, » répliqua Teresa. De nouveau, son frère ricana. « Je craignais que toi ou Tanios ne preniez les devants. Ma chère Teresa, nous partirons d'ici les mains vides. La vieille tante n'est pas sotte du tout. »« Je ne l'ai jamais cru. »« Ah, bout d'argument, j'ai essayé de l'effrayer. »« Comment cela ?» demanda sa sœur. « Je lui ai dit qu'elle choisissait le meilleur moyen d'attirer le danger sur elle. Elle n'emporta pas son magot avec elle au paradis. Pourquoi ne pas lâcher un peu tout de suite ? Charles, tu deviens fou ? Non, je suis plutôt un psychologue. Cela ne sert pas à grand-chose de la flatter. Elle préfère qu'on lui résiste un peu. Après tout, je ne lui ai dit que la vérité. L'argent nous reviendra à sa mort. Pourquoi ne nous en avancerait-elle pas une petite partie ? Autrement, la tentation de l'aider à quitter ce pauvre monde pourrait devenir trop forte. « Est-elle de ton avis ?» demanda Teresa, un pli dédaigneux à la lèvre. « J'en doute. Elle m'a simplement remercié de cet avertissement et m'a affirmé qu'elle était encore pas capable de se défendre. En tout cas, lui ai-je dit, vous êtes prévenu. Je m'en souviendrai. » Telle fut sa réplique. Furieuse, Teresa dit à son frère : « Charles, tu perds la tête. » J'ai été un peu loin, je l'avoue. Mais que diable! La vieille roule sur l'or. Je parie qu'elle ne dépense pas la 10e partie de ses revenus. Du reste, à quoi les emploierait-elle? Tandis que nous sommes jeunes, nous, et voulions profiter de la vie. Pour nous vexer, elle est capable de vivre jusqu'à 100 ans. Je veux m'amuser maintenant, et toi aussi. Teresa acquiesça. D'une voix faible, elle dit : « Les vieillards ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est de vivre. » Le frère et la sœur se turent un moment. Charles se leva. « Eh bien, ma chère, je te souhaite plus de chance que moi. » Teresa répliqua : « Je compte sur Rex pour réussir. Si seulement je parvenais à faire admettre à tante Émilie qu'un jeune homme capable et intelligent comme Rex devrait avoir une chance de se spécialiser au lieu de végéter à faire de la médecine générale. Oh, Charles, quelques 1000 livres en ce moment embelliraient notre existence. »
Je te souhaite de les obtenir, mais j'en doute. Tu as mangé pas mal d'argent ces dernières années. Dis donc, Teresa, crois-tu que la pauvre Bella ou sa canaille de mari tire quelque chose de la tante Émilie? Bella n'a pas besoin d'argent. Elle s'habille comme un sac à chiffon et ne goûte que les plaisirs domestiques. Il se peut qu'elle ait un désir pour ces affreux marmots, dit Charles. Elles sont sûrement à leur payer des études, des appareils en or pour redresser les dents de devant et des leçons de musique. En tout cas, si ce n'est pas Bella qui souhaite devenir riche, c'est Agnos. Je parie qu'il aime l'argent et n'est pas grec pour rien. Tu sais qu'il a déjà dépensé en majeure partie la dot de Bella. Il a spéculé et a perdu gros. Penses-tu qu'il réussisse à obtenir quelque chose de tante Émilie? Je ferai de mon mieux pour qu'il échoue, déclara Charles d'un ton cynique. Il quitta la chambre de sa sœur et descendit dans le vestibule. Là, il trouva Bob, qui s'approcha de lui en sautant joyeusement. Les chiens aimaient Charles. Ensuite, Bob courut à la porte du salon et se retourna vers Charles. « Qu'y a-t-il » fit le jeune homme en lui ouvrant la porte. Bob se précipita dans le salon et se posta devant un petit bureau. « Que veux-tu » Bob agita sa queue, fixa son regard sur les tiroirs du bureau et poussa de petits grognements. « Tu veux quelque chose qui se trouve là-dedans » Charles ouvrit le premier tiroir. Il leva les sourcils. « Tiens, tiens » fit-il. Dans un coin du tiroir, il venait de découvrir un petit paquet de billets de banque. Charles saisit la liasse et compta les billets. Avec une grimace, il en enleva 3 d'un livre et 2 de 10 shillings qu'il fourra dans sa poche. Soigneusement, il replaça les autres billets à l'endroit où il les avait trouvés. « Voilà une excellente idée, Bob. Ton petit-oncle Charles aura besoin d'un peu d'argent liquide. » Bob fit entendre un aboiement de reproche, tandis que Charles fermait le tiroir. « Excuse-moi, mon vieux, » lui dit Charles. Il ouvrit le tiroir suivant. La balle de Bob se trouvait dans un coin. Il la prit. « Tiens, la voilà, amuse-toi bien. » Bob attrapa la balle, trotta hors du salon, et bientôt on entendit boum, boum, boum dans l'escalier. Charles se promena dans le jardin ensoleillé où les lilas embaumaient. Assis sur un banc, Miss Arundel et le docteur Tanios bavardaient ensemble. Le mari de Bella vantait les avantages de l'éducation britannique, une excellente éducation. Il regrettait de n'être pas assez riche pour offrir un tel luxe à ses propres enfants. Charles sourit avec malice. Il s'assit de l'autre côté de sa tante et prit part à la conversation, d'un air enjoué, la faisant dévier adroitement. Émilie Arundel lui adressa un sourire aimable. Il crut même qu'elle s'amusait de sa tactique et l'encourageait. Charles reprit à espérer. Peut-être qu'avant son départ, Charles était un incorrigible optimiste. L'après-midi, le docteur Donaldson vint chercher Teresa et l'emmena dans son auto pour lui montrer l'abbaye de Wortham, une des merveilles de l'endroit. Après avoir visité l'abbaye, ils se promenèrent dans les bois. Rex Donaldson exposa devant Teresa ses théories scientifiques et lui expliqua ses récentes expériences. Elle n'y comprenait goutte, mais l'écoutait, ravie, se disant en elle-même « Qu'il est capable, Rex, je l'adore !» Au bout d'un moment, son fiancé s'arrêta et lui dit d'un air contrit. « Je vous ennuie avec ces histoires, Teresa. »« Au contraire, chérie, cela m'intéresse énormément, » répondit-elle d'un ton ferme. « Continuez. On prend le sang d'un lapin contaminé ?» Le docteur Donaldson reprit le fil de son discours.
Bientôt, Teresa poussa un soupir. Votre métier doit vous passionner, mon chéri? Naturellement, répondit Donaldson. La chose paraissait moins naturelle à Teresa, dont la plupart des amis masculins n'exerçaient aucune profession, et ceux qui par hasard travaillaient se donnaient une telle importance. Pourtant, fallait-il qu'elle s'éprit de Rex Donaldson? Pourquoi se sentait-elle en proie à cette folie ridicule? Question inutile. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Elle fronça les sourcils et revit en imagination la foule gaie et cynique de ses amis. Dans la vie, on devait naturellement faire une part à l'amour. Mais cela ne tirait pas à conséquence. On s'aimait, on se quittait. Le sentiment que lui inspirait Rex Donaldson n'offrait rien de comparable à ses amours sans lendemain. Cette fois, il s'agissait d'un amour profond et durable. Elle ne pouvait plus se passer de Rex. Tout en lui la fascinait, son air calme et son détachement des biens du monde, si peu en rapport avec sa propre morale, son esprit froid et scientifique, et aussi une certaine force intérieure dissimulée sous ses manières légèrement guindées. D'instinct, elle devinait le génie chez Rex Donaldson. Le fait que sa profession constituait le principal souci de son fiancé et que, tout en étant indispensable à son existence, elle se voyait reléguée au second plan, ne diminuait en rien l'attrait qu'il exerçait sur elle. Pour la première fois dans sa vie de femme égoïste, ardente au plaisir, Teresa se contentait d'un rôle effacé. Pour Rex, elle se sentait prête à tout sacrifier. Tout. Quel souci cette question d'argent, soupira-t-elle. Si seulement tante Émilie mourait, nous pourrions nous marier tout de suite. Vous auriez à Londres un laboratoire plein d'éprouvettes et de cochons d'Inde et vous ne seriez pas obligé de soigner les oreillons des enfants et le foie des vieilles dames. Donaldson répliqua. Il n'y a aucune raison pour que votre tante ne vive pas encore de longues années si elle se surveille. Teresa balbutia découragée. Je le sais. Dans une grande chambre à coucher, au lit jumeau et meublé de vieux chênes, le docteur Tagnos dit à sa femme « Je crois avoir suffisamment préparé le terrain. À ton tour, ma chérie. » Il versait de l'eau d'un antique pot en cuivre dans une cuvette en porcelaine rose. Assise devant la table de toilette, Bella Tagnos constatait avec peine que sa coiffure ne ressemblait nullement à celle de Teresa. Malgré tous ses efforts pour se peigner comme sa cousine, au bout d'un moment, elle répondit à son mari. « Je n'oserais pas demander de l'argent à tante Émilie. »« Ce n'est pas pour toi, Bella, mais pour les enfants. Mon placement si mal réussi. » Le dos tourné, il ne vit point le rapide coup d'œil qu'elle lui lança. Un coup d'œil furtif et apeuré. Elle répéta avec une douce obstination. « Je préfère ne rien demander. Tante Émilie n'est pas commode. Elle se montre parfois généreuse, mais elle n'aime pas qu'on la sollicite. » Tout en se séchant les mains, Tagnos vint vers sa femme. « Vraiment, Bella, je ne te reconnais plus. Pourquoi avons-nous fait ce voyage ?» Elle murmura. « Je ne pensais pas que c'était pour demander de l'argent. » Ne disais-tu pas que, sans l'aide de ta tante, il nous serait impossible de donner aux enfants une éducation convenable ? Bella Tagnos ne souffla mot. Mal à l'aise, elle allait et venait dans la chambre. Son visage reflétait ce doux entêtement que connaissent, à leurs dépens, nombre d'hommes intelligents mariés à des femmes stupides. Enfin, elle balbutia. « Peut-être tante Émilie proposera-t-elle d'elle-même ? Possible, mais jusqu'ici, rien ne le laisse prévoir.
Si nous avions emmené les enfants, tante Émilie aurait certainement beaucoup aimé notre mari. Et Édouard est si intelligent. Tanios répliqua d'un ton sec. Ta tante ne m'a pas l'air d'aimer particulièrement les enfants. Il vaut sans doute mieux qu'ils ne soient pas ici. Oh, Jacob! Oui, ma petite, je saisis ta pensée, mais ces vieilles filles anglaises ont le cœur desséché. Elles sont insensibles. Toi et moi, nous voulons le bien de nos enfants, n'est-ce pas? Il ne serait pas difficile à Miss Arundel de nous aider un peu à payer l'éducation d'Édouard et de Marie. Oh, je t'en prie, Jacob, pas cette fois. Je serais maladroite. Je préfère ne rien demander. Tanios se tenait derrière elle. Il lui entoura les épaules de son bras. Elle frissonna légèrement, puis se raidit. D'une voix charmeuse, son mari lui murmura à l'oreille. « Bella, je pense que tu m'écouteras, comme d'habitude. Tu finis toujours par céder. Oui, j'espère que tu feras ce que je te demande. » L'accident. On était mardi après-midi. La porte donnant sur le jardin était ouverte. Miss Arundel, debout sur le seuil, lançait la balle de Bob jusqu'au bout de l'allée. Le chien se précipitait pour l'attraper. « Encore une fois, Bob !» dit Emily Arundel. « Une bonne fois, et ce sera la dernière. » La balle roula le long de l'allée et Bob courut après elle à toute vitesse. Il la prit dans sa gueule et la rapporta à sa maîtresse. Miss Arundel se baissa pour ramasser la balle que Bob venait de déposer à ses pieds, puis rentra dans la maison, suivie du chien. Elle referma la porte du jardin, entra au salon, Bob, toujours sur ses talons, et remit la balle dans le tiroir. Elle jeta un coup d'œil à la pendule. Il était 6h30. « Reposons-nous un peu avant le dîner, Bob. » Elle monta dans sa chambre, accompagnée par le terrier. Étendue sur un grand divan recouvert de cretonne, avec Bob à ses pieds, Miss Arundel soupira d'aise. On était au mardi et ses invités s'en allaient le lendemain. Au cours de cette semaine, elle n'avait certes rien découvert qu'elle ne sût déjà, mais elle lui aimait pouvoir oublier ce qu'elle savait. Elle se dit « Je vieillis, sans doute. » Puis, avec une surprise désagréable, elle constata « Je suis vieille. » Elle ferma les yeux et se reposa pendant une demi-heure. Puis, sa vieille femme de chambre, Hélène, lui ayant monté de l'eau chaude, elle se prépara pour le dîner. Ce soir-là, le docteur Donaldson dînait à Little Green. Emily Arundel désirait avoir l'occasion de l'étudier de près. Elle ne pouvait croire que la fantasque Teresa consentît à épouser ce jeune pédant. D'autre part, il lui semblait bizarre qu'il désirât prendre Teresa pour femme. La soirée s'avançait et Miss Arundel n'arrivait pas à mieux connaître le docteur Donaldson. Il se montrait poli, cérémonieux, mais très ennuyeux. Elle partageait l'avis de Miss Peabody. En son fort intérieur, elle répéta la phrase de son amie « De notre temps, on ne l'aurait même pas regardé. » À 10h, le docteur Donaldson prit congé. Dès qu'il fut parti, Miss Arundel annonça qu'elle allait se coucher. Elle monta à sa chambre et ses invités ne tardèrent pas à l'imiter. Ce soir, tout semblait très calme. Miss Lanson resta après les autres pour remplir les derniers devoirs de sa charge, faire sortir le chien, couvrir les braises, placer le garde-feu et rouler le tapis dans le foyer, de crainte d'incendie. 5 minutes plus tard, légèrement essoufflée, elle pénétra dans la chambre de sa maîtresse. « Je ne crois n'avoir rien oublié, » dit-elle, posant sur la table son sac à ouvrage et un livre. « J'espère que ce livre vous intéressera. La libraire n'avait aucun de ceux que vous avez inscrits sur la liste. Mais
Elle m'a assuré que celui-ci vous plairait. Cette femme est stupide, dit Émilie Arundel. Je ne connais personne qui ait plus mauvais goût en fait de lecture. Mon Dieu, excusez-moi. J'aurais peut-être mieux fait. Taisez-vous. Ce n'est pas votre faute. Puis, elle ajouta, aimable. J'espère que vous êtes amusée tantôt, Minnie. La figure de Miss Lanson se détendit en un sourire. Elle parut rayonnante de joie et presque rajeunie. Oh, oh oui, merci. Vous êtes bien bonne de m'avoir donné ce congé. J'ai passé un excellent après-midi chez des amis. Nous avons d'abord fait parler la planchette et réellement, elle a écrit plusieurs messages. Julia Tripp nous a donné une séance d'écriture automatique où elle nous a transmis des nouvelles de l'au-delà. C'est une réelle bénédiction de pouvoir communiquer avec les âmes. Miss Arundel sourit. Mieux vaut que le pasteur ne vous entende pas. Oh, Miss Arundel, je vous assure qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Je serais bien contente que Mr. Lansdale approfondisse lui-même la question. Il faut avoir vraiment l'esprit étroit pour condamner une chose que l'on ne connaît pas. Julia et Isabel Tripp sont des femmes si pures. Hein. Presque trop angéliques pour vivre sur cette terre, observa Miss Arundel. Émilie ne prisait guère les demoiselles Tripp. Elle jugeait leur toilette ridicule, leur régime de friture absurde et leur manière affectée. Ces femmes n'avaient ni tradition ni éducation. Cependant, elles prenaient un certain plaisir à leur crédulité et n'auraient pas voulu priver la pauvre Minnie de la distraction que lui procurait l'amitié de Julia et Isabel Tripp. Pauvre Minnie! Émilie Arundel considérait sa demoiselle de compagnie avec une affection mêlée de mépris. Elle avait vu défiler près d'elle tant de ces femmes stupides, d'âge mûr, toutes les mêmes, bonnes, maniérées, obséquieuses et inintelligentes. Ce soir, la pauvre Minnie paraissait particulièrement excitée. Ses yeux brillaient et elle s'agitait à travers la chambre, déplaçant les objets sans trop savoir ce qu'elle faisait. Nerveuse, elle bégaya. J'aurais voulu que vous assistiez à cette séance. Vous n'y croyez pas? Pourtant, nous avons eu un message. Pour EA. Les initiales étaient parfaitement distinctes. C'était d'un homme décédé il y a plusieurs années. Un bel homme. Un militaire. Isabelle l'a vu nettement. Ce devait être le général Arundel, votre cher père. Un beau message plein d'affection et d'encouragement. Il disait qu'avec la patience, on arrivait à bout de tout. Voilà des sentiments que je ne lui connaissais pas, répliqua Miss Arundel. Oh, mais nos chers disparus changent tellement dans l'autre monde. Là, tout est amour et compréhension. Ensuite, la planchette a dit quelque chose à propos d'une clé. Je crois qu'il s'agissait de la clé de votre bureau. Ne serait-elle pas celle du meuble de boule? La clé de mon bureau? S'écria Miss Arundel, en proie à une curiosité subite. Oui, au sujet de papiers importants. Vous savez qu'on a découvert un testament grâce à un message invitant à regarder dans un certain meuble. Il n'y a jamais eu de testament dans le meuble de boule, déclara Miss Arundel, qui ajouta vivement « Allez vous coucher, Minnie. Vous êtes lasse, et moi aussi. Nous demanderons aux Tripp de venir un de ces soirs. » Oh, que je suis contente! Bonne nuit, Miss Arundel. Avez-vous tout ce qu'il vous faut? J'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée avec tout ce monde dans la maison. Demain, je dirai à Hélène de bien aérer le salon et de secouer les rideaux. Le tabac laisse une telle odeur. Vous avez été vraiment bonne de leur permettre de fumer au salon. On vient bien faire quelques concessions au modernisme, soupira Émilie Arundel. Bonsoir, Minnie. Demeurée seule,
Emily Arundel se demanda si ces séances de spiritisme étaient vraiment bonnes pour Minnie. Elle l'avait trouvée agitée et les yeux trop brillants. Cette histoire à propos de meubles de boule intrigua Miss Arundel. Tout en se mettant au lit, elle sourit au souvenir d'une scène du passé. Après la mort de son père, on avait retrouvé la clé du meuble et lorsqu'on ouvrit le bureau de boule, toute une montagne de bouteilles de brandy vide s'écroula dans la pièce. C'était là un de ces petits faits, ignorés certainement de Minnie Launson et des demoiselles triples, qui, après tout, vous faisaient croire qu'il y avait quelque chose dans le spiritisme. Elle demeura éveillée dans son grand lit à colonnes. Depuis quelque temps, elle passait des nuits blanches. Le docteur Granger lui conseillait de prendre un somnifère, mais elle ne voulait pas l'écouter. Les narcotiques étaient bons pour les gens douillets, incapables de supporter un bobo au doigt, un léger mal de dents ou la fatigue d'une nuit sans sommeil. Souvent, elle se levait la nuit et errait sans bruit à travers la maison, prenait un livre, rectifiait l'arrangement des fleurs d'un vase, écrivait une lettre ou deux. Au cours de ses promenades nocturnes, elle sentait battre le cœur de la maison. Il lui semblait que des fantômes l'accompagnaient, les esprits de ses 3 sœurs, Arabella, Mathilda et Agnès, l'esprit de son frère Thomas, du cher Thomas, si gentil avant qu'une horrible femme ait mis le grappin sur lui. Et aussi parfois l'esprit du général Charles Laverton Arundel, ce tyran domestique, aux manières séduisantes, qui criait contre ses filles et les brutalisait, mais n'en conservait pas moins à leurs yeux l'auréole d'un héros et d'un homme du monde. On lui pardonnait volontiers ses mauvais moments, suivant l'euphémisme employé par ses filles. Cette nuit-là, Miss Arundel songeait particulièrement au fiancé de sa nièce Teresa. Celui-là, du moins, ne s'adonnera pas à la boisson, se dit-elle. De toute manière, il n'a bu que de l'orgeat. De l'orgeat. Jamais pourtant ouvert en son honneur une des vieilles bouteilles de Porto de papa. Quant à Charles, il avait fait honneur au Porto de son grand-père. Si seulement on pouvait compter sur Charles, se dit Miss Arundel en poussant un soupir. Puis, sa pensée se reporta sur les événements de cette semaine. Une vague inquiétude s'emparait d'elle. En vain, s'efforça-t-elle de chasser les craintes troublantes. À demi soulevée sur sa couche, à la lueur de la vieillesse toujours allumée à son chevet, elle consulta sa montre. 1 heure. Le sommeil ne venait pas. Elle sortit du lit, enfila ses pantoufles et sa robe de chambre. Elle voulait descendre jeter un coup d'œil au livre des dépenses hebdomadaires, tout prêt pour le règlement du lendemain matin. Silencieuse comme une ombre, elle quitta sa chambre et se faufila le long du couloir, où on laissait une lampe électrique allumée toute la nuit. Arrivée au haut de l'escalier, elle entendit la main pour saisir la rampe, lorsque, sans raison apparente, elle fit un faux pas, perdit l'équilibre et se trouva projetée au bas de l'escalier, la tête la première. Le bruit de sa chute et ses cris réveillèrent toute la maisonnée. Les portes s'ouvrirent et les lumières jaillirent de tous côtés. Miss Launson sortit précipitamment de sa chambre toute proche. Poussant des petits cris angoissés, elle descendit l'escalier. Un à un, les autres arrivèrent. D'abord Charles, bâillant et couvert d'une magnifique robe de chambre. Teresa, revêtue de soie noire, et Bella dans un kimono bleu marine, la tête hérissée d'épingles à onduler. Emily Arundel, étourdie par la chute, ne pouvait se relever. Son épaule et sa cheville lui faisaient mal. Elle discernait nettement les gens autour d'elle. La stupide Minnie Launson, gémissant et gesticulant. Teresa, l'œil effaré. Et Bella, la bouche ouverte, dans l'expectative. Elle entendit la voix de Charles, très lointaine, semblait-il. « C'est la balle du chien. Il a dû la laisser au haut de l'escalier et elle a glissé dessus. Tenez, la voici. » Bientôt, Miss Arundel sentit la présence d'une personne compétente qui écartait les autres,
s'agenouillait près d'elle et la tâtait de ses mains fermes d'homme de science. Une vague de soulagement déferla sur son être. À présent, tout allait s'aplanir. Le docteur Tanios prononçait d'une voix calme et rassurante. Tout va bien. Aucune fracture, seulement un ébranlement nerveux et quelques meurtrissures. Elle a eu de la chance. Puis, la soulevant avec aisance, il la transporta dans sa chambre. Pendant 1 minute, il lui tint le poignet et compta les pulsations. Il éloigna Minnie, qui pleurnichait toujours, en l'envoyant chercher de l'eau de vie et une bouillotte d'eau chaude. Tourmentée par la douleur physique et le moral bouleversé, Émilie Arundel éprouvait en ce moment une profonde reconnaissance envers Jacob Tanios. Il lui procurait cette sensation de confiance, cette certitude de guérison que tout médecin doit donner à ses patients. Elle avait conscience que quelque chose lui échappait, mais elle ne devait pas s'y arrêter pour le moment. Elle boirait le cordial qu'on lui tendait et s'endormirait comme on lui conseillait. Cependant, il lui manquait quelque chose. Quelqu'un. Bah, elle y penserait plus tard. L'épaule lui faisait mal. Lorsqu'elle eut avalé le breuvage réconfortant, elle entendit le docteur Tanios assurer de sa voix chaude « À présent, tout va bien. » Et elle ferma les yeux. Elle fut réveillée par un bruit familier, un aboiement doux et étouffé. Tout de suite, elle reprit son entière connaissance. Bob! Vilain Bob! Il aboyait devant la porte d'entrée de ce ton de voix spécial qu'il prenait pour demander pardon à sa maîtresse d'être demeurée dehors toute la nuit. Miss Arundel tendit l'oreille. C'était bien cela. Elle entendit Minnie descendre pour ouvrir la porte au délinquant, puis lui parvinrent les reproches inutiles de Minnie. « Vilain petit Bob! Méchant petit Bobsy !» La dame de compagnie ouvrit une autre porte et Bob alla se coucher dans son panier sous la table de l'office. À ce moment précis, Émilie Arundel comprit ce qui lui avait manqué à l'heure de son accident. C'était Bob. Normalement, le chien aurait dû aboyer de l'office en entendant tout le remue-ménage causé par sa chute et l'arrivée précipitée des gens de la maison. Voilà donc ce qui avait préoccupé son subconscient. À présent, tout s'expliquait. Bob, lâché la veille au soir, était délibérément et sans vergogne parti à la recherche des aventures. De temps en temps, il commettait certaines infractions au code de la vertu. Le matin, il rentrait l'oreille basse et témoignait d'un repentir si sincère qu'on ne pouvait vraiment lui retenir rigueur. À présent, Miss Arundel espérait se reposer tranquillement. Tout rentrait dans l'ordre. Cependant, autre chose vint la tourmenter. Qu'était-ce donc? Ah! Elle s'en souvenait. Il s'agissait de son accident. Charles avait dit qu'elle avait glissé sur la balle de Bob laissée en haut de l'escalier. La balle s'y trouvait réellement. Charles l'avait tenue dans sa main. Émilie Arundel souffrait de la tête. Son épaule lui faisait mal et son corps meurtri la torturait. Malgré ses douleurs, son esprit redevenait lucide. La confusion produite par le choc se dissipait et sa mémoire fidèle lui retraçait les faits survenus depuis 6 heures du soir jusqu'au moment où, au milieu de la nuit, elle se tenait au bas de l'escalier, prête à descendre. Un frisson d'horreur la parcourut. Elle devait sûrement se tromper. Après un accident, on peut avoir les idées brouillées. Elle essaya de se rappeler la sensation de la balle de Bob sous son pied. En vain. Au lieu de cela, je me fais des idées ridicules, pensa-t-elle. Mais sa raison n'admit qu'un instant cette explication facile. Émilie Arundel appartenait à l'époque victorienne, peu encline à un fol optimisme. Et elle crut au pire. Chapitre 4. Miss Arundel écrit une lettre. On était au vendredi.
Les invités avaient tous quitté Little Green le mercredi. À tous, Miss Arundel avait déclaré qu'elle préférait rester tranquillement seule. Pendant les 2 jours qui s'écoulèrent après le départ de ses neveux, Emily Arundel demeura plongée dans ses réflexions, entendant à peine ce que lui racontait sa demoiselle de compagnie. Elle la regardait fixement et la priait de recommencer. « La pauvre Miss Emily !» soupirait Minnie Lanson. « Elle a reçu un tel choc !» Puis, elle ajoutait avec une sorte de délectation devant le malheur qui éclaire certaines existences, d'autre part si terne. « Elle ne s'en remettra jamais !» Le docteur Granger, au contraire, réconfortait sa patiente. Il lui promettait de la remettre sur pied pour la fin de la semaine. En plaisantant, il se plaignait qu'elle n'eût pas d'os brisé. Pour un autre médecin, elle constituait une médiocre cliente. Si tous ces malades lui ressemblaient, autant renoncer tout de suite à la profession. Émilie lui donnait la réplique avec humour. Le vieux docteur Granger et elle étaient amis de longue date et ils goûtaient toujours un vrai plaisir à converser ensemble. Après le départ du médecin, le visage de la vieille dame se rembrumit. Elle songeait, répondant d'un air distrait aux questions de la brave Minnie Lanson. Puis, lasse des attentions de sa demoiselle de compagnie, elle l'envoya promener d'un ton hargneux. « Pauvre petit Bobby !» murmurait Miss Lanson en regardant Bob, couché au pied du lit de Miss Arundel. « Le pauvre Bobsy serait bien malheureux s'il savait qu'il a fait à sa pauvre maîtresse. »« Voyons, Minnie, vous devenez folle !» lui cria Miss Arundel. « Vous perdez le sens de la justice. Dans ce pays, vous êtes innocent tant que votre culpabilité n'a pas été prouvée. »« Pardon, nous savons... » »« Nous ne savons rien du tout, » répliqua sa patronne. « Cessez de vous rendre intéressante, Minnie, et gardez vos réflexions pour vous. Est-ce là une façon de se conduire dans une chambre de malade ? Allez-vous-en et envoyez-moi Hélène. » Résignée, Miss Lanson sortit. Emily Arundel la suivait des yeux, tout en s'adressant des reproches. Mitney était bien agaçante, mais elle faisait de son mieux. La malade reprit son air soucieux. Elle se sentait malheureuse. Cette vieille femme à l'esprit vif détestait l'inaction devant une situation donnée. En l'occurrence, elle hésitait à prendre une décision. Par moments, elle doutait du témoignage de ses sens et de la justesse de ses souvenirs. D'autre part, elle n'avait personne, absolument personne à qui se confier. Une demi-heure plus tard, Miss Lanson entra dans la chambre sur la pointe des pieds, tenant à la main une tasse de bouillon. Elle hésita en voyant sa maîtresse les yeux fermés. Emily Arundel prononça soudain 2 mots d'un ton si fort et si résolu que la brave Minnie faillit lâcher la tasse. « Mary Fox !» avait dit la malade. « Mary Fox ?» fit Miss Lanson. « Vous voulez voir Mary Box ? Qui est cette personne ? » « Vous devenez sourde, Minnie ? Je n'ai jamais parlé de Mary Box. J'ai dit Mary Fox. Cette femme que j'ai rencontrée l'année dernière à Cheltenham, la sœur d'un des chanoines de la cathédrale d'Exeter. Donnez-moi cette tasse. Vous avez tout renversé dans la soucoupe. Lorsque vous entrez dans une chambre, je vous en prie, ne marchez pas sur la pointe des pieds. Vous ne savez pas à quel point cela peut mériter. Descendez tout de suite et rapportez-moi l'annuaire de Londres. Je vous chercherai le numéro si vous voulez, mademoiselle, ou l'adresse. Je vous l'aurais demandé si je l'avais voulu. Faites ce que je vous commande. Apportez-moi l'annuaire et placez de quoi écrire sur ma table de chevet. Ayant exécuté les ordres reçus, Miss Lanson quittait la chambre. Lorsque Miss Arundel la rappela, elle lui dit « Vous êtes une brave fille, Minnie. Ne faites pas attention à mes cris, Harry.
J'aboie, mais je ne mords pas. J'apprécie votre patience et votre dévouement. » Le visage empourpré, Miss Lanson s'éloigna en balbutiant une phrase incohérente. Assise sur son lit, Miss Arundel écrivit une lettre. Elle rédigeait lentement et avec soin, s'arrêtant souvent pour réfléchir et soulignant certains passages. Elle remplit 4 pages et écrivait encore en travers, car on lui avait appris à économiser le papier. Enfin, satisfaite de son œuvre, elle poussa un soupir, signa sa missive et la fourra dans une enveloppe. Elle écrivait un nom sur cette enveloppe. Prenant une nouvelle feuille de papier, cette fois, elle fit un brouillon, le relut, y apporta quelques ratures et modifications, puis en fit une copie honnête. Consciente d'avoir bien exprimé sa volonté, elle glissa la feuille dans une enveloppe qu'elle adressa au nom de William Purvis, Esq. Notaire à Archester. Elle reprit la première enveloppe portant le nom d'Hercule Poirot, ouvrit l'annuaire des téléphones et, ayant trouvé l'adresse du détective, elle l'ajouta. Un léger coup à la porte. Vivement, Miss Arundel fourra la lettre qu'elle finissait d'adresser, la lettre pour Hercule Poirot, dans la poche du sous-main. Elle ne tenait nullement à éveiller la curiosité de Minnie. Ayant répondu « Entrez !» elle reposa sa tête sur l'oreiller avec un soupir de soulagement. Ces dispositions étaient prises en vue de régler la situation.